Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le président exécutif du Fonds saoudien de développement visite et travaille à Djibouti. Aux nouvelles mondiales aux États-Unis, Donald Trump signe une victoire historique. Les détails dans ce journal de ce soir. Et donc le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le Premier ministre a reçu ce matin à la primature le président exécutif du Fonds saoudien de développement, M. Sultan bin Abdulrahman al-Marjad. Le reportage avec Fardous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin à la primature le président exécutif du Fonds saoudien pour le développement, M. Sultan bin Abdulrahman al-Mashad, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Lors de cet entretien, les deux parties ont échangé sur l'état actuel des relations bilatérales et les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays respectifs. Les discussions ont porté sur le domaine stratégique tel que le partenariat, avec un accent particulier sur les différents projets de développement soutenus par le Fonds saoudien. Cette rencontre reflète également la volonté commune de renforcer les liens économiques et de promouvoir des initiatives de développement. À l'issue de cette rencontre, le Premier ministre a décoré le président exécutif du Fonds saoudien pour le développement au grade de commandeur de l'Ordre national du 27 juin. Le ministre des Finances a tenu aujourd'hui un tête-à-tête avec la délégation saoudienne du Fonds saoudien de développement. Suite à cette rencontre, il y a eu la signature d'un protocole d'entente portant sur la construction et la réhabilitation de centres de dialyse en République de Djibouti. Les projets concernent notamment la réhabilitation du centre de dialyse Sultan Ben Abdelaziz au sein de l'hôpital général Pelletier ainsi que la construction d'un nouveau centre de dialyse à Balbala. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins pour les patients souffrant des maladies rénales et témoigne de l'engagement des deux pays à renforcer le secteur de la santé. Ce partenariat illustre la volonté commune de Djibouti et du Fonds saoudien de développement de collaborer pour répondre aux besoins sanitaires urgents et améliorer la qualité des infrastructures médicales, contribuant ainsi au bien-être des citoyens djiboutiens. La délégation saoudienne, accompagnée du ministre de la Santé et de son équipe ainsi que de l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, a effectué une visite au centre de dialyse de l'hôpital général Pelletier. Au cours de cette visite, la délégation a pu constater les besoins et les conditions actuelles des infrastructures dédiées aux soins rénaux. La délégation saoudienne a également reçu des éclaircissements détaillés sur ce centre de dialyse. La délégation s'est ensuite rendue à Douda pour examiner de près un terrain de 20 hectares destiné à accueillir le futur hôpital Pelletier, un projet ambitieux financé par le Fonds saoudien de développement. Ce nouvel hôpital vise à renforcer l'offre de soins de santé à Djibouti et témoigne de l'engagement du Fonds saoudien dans le développement des infrastructures de santé du pays. Ces visites illustrent la coopération étroite entre Djibouti et l'Arabie saoudite engagée à améliorer les services de santé pour les citoyens djiboutiens grâce à des projets concrets et durables. On écoute à présent pour les explications la réaction du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Robleh. Accueilli le président du Fonds souverain de développement pour discuter et finaliser un certain nombre de projets sociaux, surtout du ministère de la Santé. Nous avons, Inch'Allah, dans les semaines qui viennent, l'intention donc de commencer les travaux de la réhabilitation de la dialyse, donc qui va être renforcée. Les capacités vont être, Inch'Allah, augmentées. Et nous sommes ici au niveau de Douda. Nous avons également un autre projet, c'est l'hôpital Mohamed Ben Salman. Cet hôpital qui va remplacer l'hôpital Pelletier. L'hôpital Pelletier, nous avons voulu mettre ici un hôpital et créer un nouveau hôpital plutôt que de réhabiliter, de détruire l'ancien hôpital et de rebâtir. Donc on a voulu mettre ici l'hôpital, Inch'Allah, un hôpital qui va remplacer l'hôpital Pelletier. Tout ceci, c'est la vision du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui consiste donc à renforcer les soins et à approcher les soins aux populations locales. La délégation de l'ONEAD, conduite par le ministre de l'Agriculture, son Excellence M. Mohamed Ahmed Awal, s'est rendue hier au centre d'épuration d'eau usée à Douda pour voir l'état d'avancement de la seconde station d'épuration. Le reportage.
La délégation de l'ONEAD, conduite par le ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awala, s'est rendu hier au centre d'épuration d'eau usée à Douda pour voir l'état d'avancement de la seconde station d'épuration. Cette délégation était composée du directeur général de l'ONEAD, des hauts cadres de cette entreprise publique. Le ministre s'est réjoui que les travaux aient été réalisés dans le meilleur délai. La nouvelle station sera inaugurée dans le mois de janvier 2025. La construction de la seconde station d'épuration s'inscrit dans le cadre du projet PIRAD, soutenu par l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui vise à accompagner l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti dans la collecte et le traitement des eaux usées de la ville de Djibouti. Ce projet va s'accroître le réseau d'assainissement de 5 quartiers, à savoir quartier 7 bis, Cité Stade, quartier 5 et quartier 6 de Djibouti-Ville. Il permettra à 40 000 personnes de bénéficier d'un accès direct aux services d'assainissement collectif. Le second volet, mobilisant 14 millions d'euros de subventions, consiste en la réalisation d'une nouvelle station d'épuration d'eau usée à Douda. À côté, l'actuelle station permet aux deux stations de couvrir les besoins d'environ 80 000 habitants. Cette nouvelle station traitera 40 000 mètres cubes d'eau usée. La nouvelle station permettra dans le doublement de la capacité de la station d'épuration de Douda. Les eaux traitées seront utilisées pour la culture. L'objectif de ce projet est d'offrir à la population de meilleures conditions sanitaires et de réduire le risque lié au mauvais drainage des eaux usées. Le ministre Mohamed Ahmed Awale a indiqué que cette station contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants de Djibouti. Dans le cadre de la modernisation de l'assainissement de la ville de Djibouti, dont une grande partie est construite sur une cuvette, le gouvernement, avec l'ONEAD, est en train de faire un gros travail d'investissement. Hier, c'était la station d'épuration des eaux usées que vous voyez aujourd'hui au niveau de la photo derrière. Maintenant, je suis installé sur la deuxième station d'épuration des eaux usées. C'est un doublement. L'ancienne station, c'était 40 000 mètres cubes équivalent habitants. Il y a 10 ans, ça a été réalisé. Aujourd'hui, une deuxième station qui fait 40 000 mètres cubes équivalent habitants verra le jour très prochainement, d'ici le mois de janvier. Ça va permettre d'évacuer les eaux usées traitées de PERAD, projet PERAD, quartier 5, quartier 6, quartier 7, quartier 7 bis. Et Cité du Stade, parce que ce projet PERAD va en adéquation avec la deuxième station d'épuration. La première station, le 40 000 mètres cubes équivalent habitants, est presque sous-consommé. L'autre nouveauté, il y a 4 mois de cela, une station d'épuration des eaux usées similaires, 30 000 mètres cubes équivalent habitants au niveau de Belbela, 40 000 déjà existants, plus 40 autres 000. Au total, ça fait 110 000 mètres cubes équivalent habitants, ce qui permettra de desservir une très grande partie de la population djiboutienne. Nous sommes en train de finaliser d'ici 2 mois ce projet grandiose que nous sommes en train de réaliser. Le financement global de ce projet, 14 millions d'euros. Le personnel national, comme pour la dernière station d'épuration des eaux usées de 40 mètres cubes, seront formés sur place. Et par la pratique, ils vont prendre la relève de la deuxième station d'épuration des eaux usées d'Ouda 2, ainsi que celui de Belbela. Autre actualité de ce soir, à l'invitation du gouvernement de l'Inde et du directeur général de l'Alliance solaire internationale, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles djiboutien, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a participé à la 7e session de l'Assemblée de l'ISA qui a ouvert ses travaux le lundi 4 novembre à New Delhi, capitale de l'Inde. Le ministre représente en effet notre pays à cet important événement à la tête d'une délégation composée de l'ambassadeur en Inde, son Excellence M. Issa Abdullah Azoui, de son conseiller technique M. Mahdi Wabri et du directeur de l'énergie M. Gouled Mohamed. Cette rencontre de haut niveau, rendez-vous incontournable des acteurs et des décideurs clés de la filière solaire mondiale, a réuni des centaines de participants venus de 4 coins du monde, dont des ministres de l'énergie, des dirigeants des institutions internationales, des pionniers de l'industrie énergétique mondiale. Plus de 28 points ont été en effet examinés par les délégués au cours de la session relative à l'accélération du déploiement mondial de l'énergie solaire.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younes Ali Guedi, après avoir félicité le nouveau directeur général, a ensuite tenu à remercier le directeur général sortant de l'ISA pour tous les efforts déployés et les résultats atteints en matière de développement de l'énergie solaire dans le monde. C'est dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse que le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a lancé lundi un programme de formation en cuisine et coiffure destiné aux jeunes des centres de développement communautaire. Le reportage avec Samatar. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a lancé lundi un programme de formation en cuisine et coiffure destiné aux jeunes des centres de développement communautaire de la capitale. Cet événement, qui a eu lieu au complexe sportif des loisirs de formation pour les femmes, s'inscrit dans une initiative de soutien à l'insertion professionnelle des jeunes filles et vise à renforcer leurs compétences pratiques dans des domaines porteurs de l'économie mauve comme les métiers de la gastronomie et de l'esthétique. La formation assurée par des experts permettra aux jeunes d'acquérir des compétences directement applicables, facilitant ainsi leur intégration dans le marché du travail et leur autonomie économique. Lors de la cérémonie de lancement de cette double formation, la ministre de la Jeunesse et de la Culture et la secrétaire générale de l'UNFD et les responsables techniques ont toutes souligné l'importance de cette formation pour répondre aux besoins du marché local et pour encourager l'entrepreneuriat. Parmi les jeunes, ces programmes de formation s'inscrivent dans une politique d'accompagnement des talents locaux et témoignent l'engagement des institutions partenaires du ministère en faveur de l'épanouissement et de la participation active de la jeunesse au développement national. La Semaine nationale et africaine de la jeunesse a ainsi offert au 27 octobre jusqu'au 3 novembre une série d'activités variées visant à renforcer les compétences des jeunes pour une meilleure insertion socio-économique. Ce programme de formation en compétences culinaires et esthétiques est un exemple concret et plusieurs dizaines de jeunes en bénéficieront dans son premier volet. La secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa Abdi, s'est déclarée satisfaite du lancement de cette formation prometteuse d'opportunités en faveur de l'intégration et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles. Mme Fatouma également s'est dite confiante du succès de cette formation. Ensuite, écoutons la réaction, un extrait de l'intervention du Dr Hibo Moumin Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture. كل أنا فرحات بينوت هاي وزارة إن مركزها إن دليرو إن ربطة إن هرومر سمايسو. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a appelé que les jeunes filles de faire preuve d'assiduité et d'application pour acquérir ces nouvelles compétences qu'elles mettront plus tard à profit. La ministre s'est dit réjouie de la création de ce complexe grâce aux vœux de la première dame, Khadra Mohamed Haïd, toujours soucieux de faire de la femme djiboutienne un partenaire clé dans le processus de développement sociétal, durable. Contrairement aux dires des gens, ces compétences culinaires et esthétiques sont des arts précieux qui ouvriront de nouveaux horizons prometteurs au bénéfice des jeunes filles, a indiqué la ministre. Un communiqué à présent qui indique que suite au passage de l'ouragan Oscar, un nouveau cyclone menace Cuba, particulièrement l'ouest et la Havane. La défense civile annonce des pluies abondantes et des vents forts. Le 5 novembre, le pays est placé en phase d'alerte qui évoluera selon l'intensité du cyclone. Compte tenu de l'état vétuste du réseau électrique, des coupures pourraient durer de quelques heures à plusieurs semaines selon les dommages. L'ambassade de Djibouti reste en contact avec les autorités pour assurer la sécurité de la communauté djiboutienne composée de diplomates et des étudiants. La résidence universitaire où vivent les étudiants sont conformes aux normes de sécurité. Les autorités cubaines prennent des mesures strictes pour minimiser les risques. Le cyclone formé au large de la Jamaïque devrait toucher le pays jusqu'à vendredi. L'ambassade de Djibouti au Cuba recommande calme et patience. L'honorable député Kamel Hamed, accompagné de membres de la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement, ont effectué ce mercredi 6 novembre une visite au siège de l'UNFD, l'Union nationale des femmes de Djibouti. Accueillie chaleureusement par Mme Fatouma Moussa, la secrétaire générale de l'UNFD. Cette entrevue s'inscrit dans le cadre des actions du Parlement et de la dite commission visant à promouvoir le dialogue, la collaboration avec les organisations de la société civile œuvrant pour le développement social et la protection des droits des femmes et des jeunes.
Lors de cette visite, la secrétaire générale, Mme Fatouma, a exposé les principaux axes de travail de l'UNFD en cohérence avec les priorités de l'institution. Elle a également mis en avant l'éducation des filles et des femmes, l'autonomisation économique des femmes ainsi que la formation des jeunes femmes en métier de numérique. À l'issue de cette visite, les membres de la commission ont salué les initiatives de l'UNFD en faveur des femmes et des jeunes, mettant en avant l'engagement de cette organisation. Dans la déclaration, l'honorable député Kamel Mohamed a exprimé ses félicitations à l'UNFD. Il a réitéré l'engagement de la commission pour le développement social. On écoute à présent une réaction recueillie auprès des participants. Ici, à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, la commission parlementaire sociale et développement et environnement, nous sommes venus aujourd'hui pour une visite de travail et de courtoisie, dans la mesure où on avait fait passer une loi sur la politique générale de l'analphabétisation des adultes. Celui-ci a découlé de notre visite à l'UNFD. On a eu une réunion très importante, on a discuté avec les membres de l'UNFD, la secrétaire générale, la branche santé, la branche écoute. Toutes les infrastructures ont été mises à disposition pour nous, pour qu'on puisse voir, évaluer et comprendre un peu le fonctionnement de cette illustre organisation. Et nous sommes très très heureux d'avoir fait cette visite et d'avoir pris conscience de tout le travail qui se passe ici, discrètement dans les coulisses. Et nous remercions vraiment l'équipe technique, l'administration et surtout en premier lieu la première dame qui est présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Et nous la saluons ici au nom de l'Assemblée nationale, au nom des députés, au nom de notre président Kamil et au nom du président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta. Autre actualité de ce journal, avec l'appui de la délégation de l'Union européenne, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé un atelier de 2 jours à l'hôtel Acacia sur sa compétence quasi-judiciaire. La cérémonie d'ouverture a débuté par les discours du président de la Commission nationale des droits de l'homme, du secrétaire général du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme et du procureur de la République. Cet atelier a vu la participation des magistrats du siège et des parquets, des officiers de la police judiciaire, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des gardes pénitentiaires également, mais aussi des représentants des ministères sectoriels et de l'UNFD. L'objectif de cet atelier est d'améliorer la protection des droits des personnes dans une approche des droits de l'homme, notamment en mettant l'accent sur l'accès à la justice et le respect du délai de détention provisoire. La Commission nationale des droits de l'homme, à travers cet atelier, a souligné aux différents participants l'importance des enquêtes qu'elle mène, sa compétence à traiter les requêtes des personnes pour faire valoir leurs droits et son pouvoir d'autosaisine conféré par la loi. Cet atelier de discussion a permis de tracer le sillage d'une coordination accrue permettant à la Commission nationale des droits de l'homme de mieux collaborer avec les magistrats. En effet, par ses remontées d'informations aux autorités judiciaires, la Commission souhaite promouvoir une approche de protection des droits des personnes, notamment des plus vulnérables, et encourager le respect des délais légaux de détention provisoire pour prévenir toute violation des droits fondamentaux. Pour renforcer notre coopération avec la Commission dans le cadre de nos enquêtes pour affiner notre action commune en faveur des droits humains. Grâce aux échanges avec les experts et avec la participation active des magistrats du parquet et du siège, nous pourrons perfectionner notre pratique et enrichir notre compréhension des méthodes d'enquête rigoureuses. Je suis convaincu que ces 2 jours d'échange seront un moment fort de notre engagement commun pour la justice et les droits fondamentaux de tous. On écoute à présent le président du CNDH. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui au cours de cet atelier dont nous allons évoquer les conditions et surtout question de la compétence quasi-judiciaire de la Commission nationale des droits de l'homme et les modus operandi, le mode opératoire, stratégie opératoire qu'on pourrait élaborer ensemble pour le respect et la protection des droits humains. Dans nos différents rapports,
nous avons surtout remarqué, et je pense que cela est en train de se résorber, notamment avec les réformes qui ont été récemment entreprises au cours des dernières années au niveau du ministère de la Justice pour veiller à ce que les délais de traitement des dossiers conviennent aux standards internationaux de traitement, qu'il n'y ait pas des personnes en attente de condamnation, en attente de jugement pendant des années et des années. Vous savez que la privation de liberté est l'exception et non pas la norme. Donc nous sommes heureux de nous entretenir et de discuter des différents éléments de l'administration de la justice. Grand format de ce soir, la réjouissance de la population djiboutienne face aux précipitations abondantes qui ont marqué le mois d'octobre. Le reportage. Nous nous trouvons à Omar Djaga, dans la région d'Ali Sabié. Après un mois de pluie intense, l'herbe donc est arrivée jusqu'à 40 cm, ce qui fait le bonheur des habitants de cette localité. Après la pluie, le beau temps, c'est un document de la rédaction signé Adna Alita et Sadir Mohamed. Ce mois d'octobre, la pluie a été abondante sur l'ensemble du territoire national. Une aubaine pour les éleveurs et la vie agro-pastorale, essentiellement concentrée dans les régions de l'intérieur. La pluie ne fait toujours pas des heureux, surtout dans les quartiers populaires de la capitale, Djibouti, où les habitants redoutent les flaques d'eau et la stagnation de l'eau de la pluie qui parfois bouleversent leur quotidien. Dans la région d'Ali Sabié, où le taux de pluviométrie est le plus important, ce mois d'octobre où la pluie a été abondante semble faire ses effets. En effet, dans le secteur du Grand Bara et Petit Bara, l'herbe atteint parfois 30 à 40 cm, et ce, au grand bonheur des populations rurales de ce secteur qui, dorénavant, oublieront la sécheresse et le manque d'eau qu'ils ont connu lors des périodes de fortes chaleurs. La végétation semble à nouveau renouer avec le paysage où les montagnes de Omar Djaga jusqu'à la plaine de Petit Bara prennent une toute autre forme. Ce jeune éleveur issu de cette localité en témoigne. Dans la vie agro-pastorale que nous menons dans cette localité de Omar Djaga, la pluie accompagne nos vies. Nous avons connu une sécheresse sans précédent l'année dernière qui a décimé notre cheptel. Dieu merci, depuis plusieurs mois, la pluie commence à tomber de manière conséquente. Et c'est un pur bonheur de voir les chèvres donner du lait et de la viande aux hommes, Dieu merci. Par exemple, à Escoutir, au Kourtoumalé, secteur du Grand Bara, la population nomade attendait impatiemment l'arrivée de la pluie. Comme cette mère de famille vendeuse de lait des chèvres le long de la route nationale 1 qui jonche cette localité et qui voit sa population nomade grandir d'année en année. Dans la vie nomade, nous dépendons de la pluie. C'est eau que notre bon Dieu nous ramène du ciel. Humains et cheptels y dépendent. La pluie est intrinsèquement liée à notre vie. Sans pluie, c'est la sécheresse. Et celle-ci a perduré l'année dernière, ce qui a eu un impact négatif sur notre vie de nomade. En début de mois, nous avons une pluie abondante. Et celle-ci a non seulement changé la couleur de notre paysage, qui était avant une désolation et des chaleurs, en ce bonheur de verdure où cheptel et hommes en tirent bénéfice. Cette pluie de ce mois d'octobre a ramené la quiétude dans nos vies.
Après la pluie, c'est le beau temps. Effectivement, la population nomade de ces localités retrouve un éclat de joie dans leur vie, et ce, grâce à la pluie. Et donc, dans l'actualité de ce journal, le siège du conseil régional d'Ali Sabié a abrité jeudi dernier une conférence littéraire animée par un jeune écrivain djiboutien dénommé Robla Hassan Omar. Le reportage avec Samatar. Le siège du conseil régional a abrité jeudi dernier une conférence littéraire animée par un jeune écrivain djiboutien dénommé Robla Hassan Omar. L'événement, qui a été soigneusement préparé par l'association des lecteurs et écrivains d'Ali Sabié, a vu la présence du préfet de la région Abdelmalik Mohamed Banouita, le président du conseil régional, des élus locaux, des nombreux enseignants, des étudiants de l'université de Djibouti et d'autres personnalités adeptes du milieu des livres. Notons que cette association, créée par des enseignants et présidée par un professeur du lycée Arré, Hussein Omar Abdi, fait de la promotion de la lecture auprès de ses membres qui sont composés en majorité des collégiens et lycéens. La cérémonie de lancement de cette rencontre de présentation du premier roman intitulé « Le crépuscule des nomades » a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran. En premier volet, le préfet Abdelmalik Mohamed Banouita, représentant des pouvoirs publics, a fait savoir la joie et le plaisir qu'il manifeste à assister à un tel événement. Lire est très important, tant dans la religion noble de l'islam que durant notre existence de tous les jours. Le talent de l'écrivain, du jeune écrivain, Robla Hassan Omar, est un atout pour l'avenir de notre pays, a-t-il fait remarquer. Il a félicité et encouragé le jeune écrivain à persévérer dans sa production littéraire. Le crépuscule des nomades, c'est une œuvre qui prédomine la culture, la tradition, qui replonge un peu l'histoire de la communauté nomade. On écoute le préfet de la région d'Ali Sabié. La personne qui lisait le Coran, il a lu le surah Iqra. C'est la lecture. Donc, lire est très important, tant dans la religion que dans la vie de tous les jours. Le fait qu'on ait des jeunes aujourd'hui, c'est un jeune né en 1997, ça encourage et ça montre l'avenir de notre pays. Quand on voit des jeunes comme Roblé et d'autres jeunes qui écrivent des livres, ça dit beaucoup de choses. Ça montre que l'avenir, Inch'Allah, sera prometteuse pour notre pays. Donc on encourage Roblé à aller dans ce sens, à encore écrire d'autres livres. Je vais essayer de survoler et de lire ces livres qui me paraît très intéressant. Donc c'est une très très bonne initiative et j'encourage à ce que ces associations continuent, parce que même dans le Coran, dans les ayats, on dit « Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ». Donc les personnes qui lisent et les personnes qui ne lisent pas ne sont pas pareilles. Donc la lecture permet d'ouvrir l'esprit. C'est dans le cadre de la 3e mission de suivi et évaluation du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti qu'une visite de terrain a été organisée dans la région d'Arta. Une initiative soutenue par le projet CSO qui vise à renforcer l'implication des associations locales dans le développement local de collectivités à Djibouti. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, mise en œuvre par l'Association internationale des maires francophones avec le financement de l'Union européenne. La cérémonie des remises d'équipements a réuni plusieurs acteurs clés du développement local et du secrétariat général du Conseil régional d'Arta, M. Yassine Hussein, le secrétaire permanent de l'ANCLD, M. Ali Ad Roufa, ainsi que les membres de l'association et l'équipe de gestion du projet. Le conseil régional d'Arta récemment a accueilli la 3e mission du suivi d'évaluation pour un projet clé dans la région porté par l'association, une mission qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les capacités des communautés locales face aux défis environnementaux. Ces dotations comprennent des outils essentiels pour renforcer les capacités et faciliter la mise en œuvre des actions de terrain dans le projet des objectifs dans le respect des objectifs du projet. Ce soutien matériel constitue une étape cruciale pour garantir l'efficacité des interventions et promouvoir une gestion locale participative.
Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre de la remise d'équipements visant à renforcer la capacité de l'association. Cette évaluation constitue pour nous une occasion précieuse de mesurer les projets accomplis, de relever les défis auxquels nous faisons face et apporter des ajustements nécessaires pour assurer l'impact durable de nos actions. Enfin, il nous paraît fondamentalement de rappeler que les organisations de la société civile jouent un rôle moteur dans le développement de notre pays et sont reconnues aujourd'hui comme des partenaires à part entière parmi tant d'autres acteurs. C'est grâce à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, son engagement et sa vision politique en faveur de la participation active de tous les acteurs de la société civile témoignent de sa détermination à construire un avenir prospère et inclusif. Tadjoura à présent, une caravane de chirurgie de la cataracte, une initiative humanitaire de la GX Foundation, le reportage avec Samatar. La caravane de chirurgie de la cataracte organisée par la GX Foundation, une ONG chinoise, a été officiellement lancée à Tadjoura. Ayant déjà réalisé plus de 1500 interventions chirurgicales à Djibouti, cette initiative se poursuit et bénéficie directement de la population locale. Le lancement officiel de la cérémonie de lancement s'est déroulé en présence des personnalités locales, notamment le préfet Mohamed Abbas, le président du conseil régional Omar Hussein, le médecin-chef de la région sanitaire de Tadjoura était également présent, soulignant l'importance de cet événement pour la santé publique et locale. Une initiative de grande envergure, cette caravane s'étendra sur une période d'environ 2 mois, ciblant principalement les communautés de Tadjoura et d'Obok. Ces régions souvent éloignées des centres médicaux urbains bénéficieront énormément de ce type de mission qui offre des soins de santé spécialisés directement sur place. Importance de la caravane, la cataracte est une cause majeure de cécité irréversible à travers le monde. Dans des zones rurales reculées telles que Tadjoura et Obok, l'accès aux soins chirurgicaux est souvent limité. La caravane permet non seulement de restaurer la vue, mais elle améliore également la qualité des vues des patients, leur permettant de retourner à leur activité quotidienne et de contribuer pleinement à leur famille et communauté. De la fondation GX Foundation vient de débarquer sur Tadjoura. Il compte faire une opération de cataracte sur l'ensemble de la région de Tadjoura, mais aussi à celui de la région de Dobok. Nous en sommes fiers de cette opération dont la population et les gens vulnérables pourront bénéficier de cette opération pour que par la suite il y ait ultérieurement des suivis de l'hôpital de Tadjoura. Nous remercions le ministère de la Santé ainsi que la fondation GX Foundation et l'État chinois qui ont pu lancer cette opération dans l'ensemble du territoire suite à la demande du gouvernement. Aux nouvelles mondiales à présent, le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a remporté les élections en obtenant 270 voix contre 224 pour sa rivale démocrate Kamala Harris. Plus tôt, Trump avait déclaré dans un discours depuis son siège de campagne en Floride indiquant qu'il a remporté une victoire historique. Trump a confirmé que le Parti républicain avait pris le contrôle des 2 chambres du Congrès après avoir retrouvé la majorité au Sénat. La radio-télévision de Djibouti a couvert pour la première fois ces élections présidentielles de 2024 aux États-Unis. Le reportage avec Gaz. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la radio-télévision de Djibouti, à qui vous plonge au cœur d'un événement historique sans précédent, à qui est bien sûr l'élection présidentielle américaine. Donc la RTD vous offre pour la première fois une couverture exclusive de ces moments clés de la démocratie américaine. Donc, comme nous le savons, l'élection présidentielle américaine 2024 a été remportée par l'équipe républicaine de Donald Trump. Donc, Donald Trump, hier soir, a été élu président des États-Unis d'Amérique.
La radio-télévision de Djibouti, comme je vous le disais, a couvert pour la première fois les élections présidentielles 2024 des États-Unis. Avec un correspondant spécial aux États-Unis, le journaliste Mohamed Gaas, pour suivre l'évolution de la campagne et enfin les résultats avec la victoire de Donald Trump. Cette couverture a permis à la RTD d'offrir à ses téléspectateurs et auditeurs un aperçu unique du déroulement de cette élection majeure à travers des reportages détaillés et des témoignages recueillis sur place après la victoire du républicain Donald Trump. Notre envoyé spécial de la RTD a assisté tout au long de la soirée électorale en s'entretenant avec des témoins et des observateurs présents sur le terrain, recueillant des réactions immédiates après l'annonce des résultats. Ces témoignages riches et variés ont permis de saisir les émotions et les opinions des citoyens américains à la suite de la victoire de Donald Trump. Les réactions recueillies sur place ont révélé un large éventail de sentiments, saluant la victoire de Donald Trump comme un moment de renouveau. It's the most important one. We don't want our kids to go. Autre actualité internationale, Gaza, une rapporteuse de l'ONU dénonce un génocide et non une guerre. Le reportage avec Sénatariat Saïd Yassine. La rapporteure spéciale de l'ONU sur la Palestine, Francesca Albanese, a affirmé que la situation dans la bande de Gaza ne doit pas être qualifiée de guerre, mais bien de génocide. Israël détruit les Palestiniens de Gaza de multiples façons. La création de conditions de vie insoutenables et inhumaines, plus la complexe et la plus cruelle. Ne l'appelle pas guerre, c'est un génocide. Les motifs ne sont pas pertinents, a-t-elle ajouté, soulignant que l'intervention et l'intention de destruction est évidente et sans équivoque. Ces remarques interviennent après que Philippe Lazzarini, directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a indiqué que l'aide humanitaire quotidienne est la plus faible depuis longtemps, avec seulement 30 camions en moyenne entrant chaque jour dans la bande de Gaza au mois d'octobre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé mardi soir son ministre de la Défense Yoav Gallant, ce qui déclenche une vive polémique en Israël. L'opposition dénonce une décision irresponsable et folle. Les inondations en Espagne à présent, l'armée déployée pour les secours en Valence. Les soldats de l'unité militaire d'urgence espagnole ont continué à rechercher des corps dans des parkings et des véhicules inondés à Valence samedi après la catastrophe naturelle la plus meurtrière que l'Espagne ait connue de mémoire d'hommes. 5 jours se sont écoulés depuis que les inondations semblables à celles d'un tsunami ont balayé la périphérie sud de la ville de Valence, recouvrant de nombreuses communautés, une boue épaisse et collante. La tâche de noyade reste gigantesque et des dégâts pourraient prendre des semaines. Depuis les inondations, de quelques 2000 soldats ont participé aux opérations d'urgence, recherché des survivants, aidé au nettoyage, des distributions des biens de première nécessité, ainsi plus de 1800 agents de la police nationale et près de 2500 gendarmes de la garde civile. Ils ont secouru environ 4800 personnes et aidé plus de 30 000 personnes, selon le Premier ministre Pedro Sanchez. Le gouvernement régional de Valence a été critiqué pour n'avoir envoyé les alertes aux inondations sur les téléphones portables qu'à 20h mardi, alors que les inondations avaient déjà commencé à certains endroits et bien après que l'agence météorologique nationale ait émis une alerte rouge indiquant de fortes pluies. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.